Mais pourquoi voulez-vous que le Parlement se mêle de mes affaires personnelles? Je ne sais pas, ce n'est pas une paire de chaussettes ni de chaussures que vous êtes en train d'acheter. C'est un pays immense. C'est le quart de l'Afrique. Il faut que les députés soient au courant de ce que vous êtes en train de faire. Mais vous n'avez rien compris. Le Congo n'appartient pas à la Belgique. J'ai mis le Congo à mon nom propre. Il n'appartient à personne d'autre qu'à moi. Le Congo, c'est ma propriété privée. Le Congo, c'est mon domaine personnel. Le Congo, c'est mon bien personnel. Le Congo, c'est mon jardin secret à moi tout seul. Le Congo, ma chère, c'est mon bijou de famille. Un bijou de famille qui fait 80 fois la surface de la Belgique et 5 fois la surface de la France. Je vous trouve bien présomptueux, mon ami. Et n'allez surtout pas dire à mes ministres que je jette l'argent public par la fenêtre. Vous avez acheté des terres en Chine. Qui vous a dit cela? L'ambassadeur de Chine. Vous fréquentez les Chinois maintenant. Je l'ai vu à l'opéra hier. Et vous avez mis ces terres au nom de votre État indépendant du Congo, n'est-ce pas? Ce n'est pas interdit, je suppose. Et, pour signer ce contrat d'achat des terres chinoises, vous avez envoyé à Pékin une délégation de Flamands. Et il est où le problème, Marie-Henriette? D'après l'ambassadeur de Chine, tout le monde à Pékin est convaincu que les Congolais sont grands blonds aux yeux bleus. Mais qu'est-ce que vous aurez voulu que je fasse? Que j'envoie à mon nom un groupe de Noirs à Pékin? Comme ça, tous les Chinois auraient dit que le roi des Belges est un nègre qui joue du tam-tam tout nu, mais vous êtes incroyable, ma parole. Quelque chose me dit que vous n'êtes pas très clair dans cette histoire, Léopold. Je suis sûre que vous êtes en train de faire tout ça dans votre gouvernement. Mon rêve, mon utopie rêvée bien sûr, est la suivante. Imaginons les explorateurs qui retournent au pays après leur long périple et qui vont faire leur rapport dans les grandes cours européennes. Ils disent: Majesté, Sire, votre honneur, Monseigneur, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires. Monsieur le ministre des Colonies. En fait, nous avons rencontré des gens plutôt... comment dire? Des gens plutôt intéressants, très... Oui. En fait, nous avons rencontré des gens très différents, certes, mais très construits, très complexes. Oui, complexe. Très complexes. D'abord, ces peuplades, Majesté, Sire, votre honneur, semblent entretenir avec la nature, avec leur environnement, un lien qui nous semble respectueux. Ah, très respectueux. Et juste. Vraiment. Oui, juste, très juste. Il ne tente pas de le dompter à tout prix. Ah non, jamais. Ah non. Par exemple, dans ces grandes plaines que nous évoquons spécifiquement ici, dans ces grandes plaines, nous avons pu voir, en cette fin du 19e siècle, un remarquable système d'irrigation. Ah oui, très remarquable. Une agriculture tout à fait élaborée. Vraiment élaboré. L'habitat également mérite réflexion. Fondé sur une conception architecturale basée plutôt sur le cercle que sur le carré ou le rectangle. Oh, wow. Cela nous a beaucoup fait réfléchir, ça nous a beaucoup intéressé. Ah, Ah oui. vraiment. Économiquement, ils sont, disons, ailleurs. Leur économie est fondée sur l'échange et le troc. Wow. Ils ne possèdent pas de monnaie virtuelle. Ah non. Ah oui, bien sûr. Impossible d'éviter la question religieuse. Ah, jamais. Monseigneur, les peuplades que nous avons croisées semblent avoir développé quelque chose qui se situerait entre le paganisme et le panthéisme. Vraiment impressionnant. En gros, ils pensent que si les forces transcendantes existent, elles se situeraient avant tout entre les ancêtres, la Terre et le cosmos. Vous vous rendez compte? Bref, votre honneur, majesté, monseigneur, monsieur le ministre des Affaires cessantes, notre suggestion est d'envoyer vers ces peuples et ces contrées des délégations, disons, d'écoute, Ah oui, bien sûr. d'études, afin que nous puissions mieux appréhender leur mode de pensée, Ah, vraiment. leur organisation sociale et politique, et même, pourquoi pas, d'en intégrer les aspects les plus intéressants Ah, à notre propre civilisation. Pourquoi pas? Oh oui, oh oui, Ah oh oui, oui, ah oui, ah oui, oh oui, oh oui, 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 oui. Oh oui. La scène a lieu pendant un de ces jours de mai ou de juin. Nous sommes en voiture. C'est ma mère qui conduit. Juste avant que la voiture s'arrête, ma mère se retourne vers nous, effrayée, et nous dit « Ne regardez pas, mais c'est trop tard, on les a vus. 3 ou 4 adultes allongés,
dans le fossé, le long de la route, il y a du sang, des vêtements déchirés et encore un homme à genoux un peu à l'écart des autres. Lui aussi, il saigne. Il n'ose pas nous regarder, ou bien c'est le contraire. Il nous regarde et je vois son regard. Quand on repasse en fin d'après-midi, le barrage est toujours là. De l'autre côté de la route, le fossé est vide, il n'y a plus personne. La vie continue. Quelle vie continue. Tout a changé et il faudrait faire comme si rien n'avait changé. Je me souviens des mâles. Dans ces mâles qu'on remplit, je ressens la peur. Je garde de cette période une impression de peur et d'improvisation. Fin juin, nous sommes en Belgique et je devrais attendre le mois d'avril 2011 pour revoir Bujumbura. Maman, est-ce que les enfants des méchants sont des méchants? Et l'enfant pose cette étrange question. Est-ce que les enfants des méchants sont des méchants? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qui me tracasse exactement? J'aimerais tellement savoir avec certitude aujourd'hui. Est-ce que je veux savoir comment les enfants portent l'héritage de leurs parents? Un enfant Hutu peut-il se soustraire au fait d'être Hutu? Un enfant Tutsi peut-il se soustraire au fait d'être Tutsi? Est-ce que les enfants des méchants sont des méchants? Est-ce que les enfants des tués seront tués Ou tueurs? Est-ce que les enfants des tueurs seront tueurs ou tués? Tu commences? Moi non, à chaque fois que je parle, on me dit que je ne dois rien dire si je ne sais pas, si je ne suis pas une spécialiste. Qu'on ne doit pas parler trop vite. Qu'on ne peut pas tout remettre en question. Que c'est faire le jeu des haineux. Ou que c'est faire le jeu des violents. Ou le jeu de ceux qui ont toujours tort, de toute façon. Que c'est trop naïf. Que c'est impossible. Que c'est con. Qu'on ne comprend rien. Ou parle plus fort, on n'entend rien à ce que tu dis. Où étaye ta pensée? Ou arrête de répéter tout ce que tu as entendu. C'est faux. C'est faux. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est de la propagande. C'est de la propagande. C'est bien gentil, mais bon. Ma petite, redescends un peu. Sors de ta bulle. Ah mais tu crois vraiment que c'est ça la vie? Que c'est tout remettre sans arrêt en question. C'est facile pour toi. C'est facile d'avoir des principes. Il y en a qui travaillent. Il y en a qui travaillent. Il y en a qui ont des responsabilités. Il y en a qui ont des Il y responsabilités. en a qui savent de quoi ils parlent. Il y en a qui savent de quoi ils parlent. Eh ben... Je crois qu'on devrait reprendre le contrôle de notre imaginaire. Et des récits qu'on écrit pour nous. On dit que... les femmes aiment les hommes à lunettes. On dit que les femmes sont dangereuses au volant. On dit que les femmes sont nulles en maths. On dit que les femmes aiment trop bavarder. On dit que les femmes aiment trop l'argent. On dit que les femmes aiment le shopping. On dit que les femmes cherchent un mari riche. On dit que les femmes ont l'instinct maternel. On dit que les femmes sont jalouses entre elles. On dit que les femmes sont douées pour les tâches ménagères. On dit que les femmes noires aiment le sexe. On dit que les femmes noires sont chaudes. On dit que les femmes noires s'occupent bien des enfants. Les leurs sont restées au pays. Elles ont la nostalgie. On dit que les femmes arabes subissent du mauvais traitement de la part de leur mari. On dit que les femmes arabes sont musulmanes, donc d'éventuels terroristes. On dit que les femmes asiatiques sont soumises. On dit que les femmes asiatiques sont des geishas. On dit que... On dit que. 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 Il faut me foutre dans une balance et voir combien pèse ma souffrance. Là, on saura mon nom, on saura me nommer correctement, on saura mon vrai nom, Mon nom civil et politique. Mon nom de famille orphelin. mon nom de chien mal nourri. Mon nom de cadavre en vacances. En vérité, je le dis. Il faut foutre ma souffrance dans une balance pour connaître mon vrai nom. Et ce n'est pas que moi, c'est pour tout le monde. Nous
Nous sommes des apôtres infaillibles de la grande nuit. Infatigable chorégraphe de la douleur. Dis-moi que ton corps n'existe plus. Dis-moi que tu étais cet oiseau de la forêt publique. Dis-moi que tu étais poète, que tu faisais tourner le moulin des mots dans le sens de l'aube. Dis-moi que pour cela on t'a entouré de murs et de barreaux, et je te dirai que tu t'appelles Nazim Hikmet. Dis-moi ta souffrance, et je te dirai qui tu es. Dis-moi combien pèsent tes mots, et je te dirai ton nom. Je connais la mort. Elle a le même drapeau que notre quotidien. La même couleur que ce néant dans mes songes. Je connais la mort. Je connais la mort. Je connais la mort. Elle travaille à l'hôpital général. Dans la rue, elle délègue ses tâches au casque bleu et emploie la police à cueillir les points qui persistent, à se lever vers la lumière. Je connais la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti et toutes ces autres missions de ces mêmes nations unies par je ne sais quelle humanité. C'est un arbre qu'on plante dans une terre pour l'empoisonner. Quand on le coupe, il repousse avec d'autres branches. Je connais les fruits de cet arbre. Viol et choléra. Je connais mon nom, ce poème écorché. Il vient de l'eau sale, il vient de la poussière et des égouts. Il vient des sueurs de cet ouvrier sans salaire potable. Je connais ce poème. Il vient des fleurs écarlates que jettent nos corps sur les bitumes. Il vient du même fracas éprouvé par l'aurore sous l'hymne incessant, le pourvoi le fusil fourni par l'État. Je connais les balles, leur rythme incessant vient la chair. De plus en plus haut, leur symphonie estompe celle des oiseaux. Je connais les armes. Je connais les armes, elles sont toutes illégales. Je connais ce poème fracassé. Je connais peur, abus et injustice. Ce sont trois produits de l'ultime policière. Je connais la phrase qui débute par une arme commune et qui se termine par un point dans la gueule. Par un point dans la gueule. Voilà. Bonsoir. Je peux vous aider? Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger si tard. J'aurais une question à vous poser. J'aimerais savoir si vous reconnaissez ce papier de bonbons. Non, pourquoi? Regardez bien, madame. Ne soyez pas si pressée de répondre. Vous pouvez le prendre dans vos mains. Allez-y, regardez-le. Alors? C'est une blague? Je ne vois pas du tout où vous voulez en venir. Si, c'est le bonbon qu'on a mangé tout à l'heure. Ah, votre fils semble avoir une bien meilleure mémoire que vous. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial, ce bonbon? Monsieur, je vous demanderai de vous taire. Donc, madame, vous reconnaissez avoir mangé ce bonbon. Oui, c'est possible. Oui, peut-être, oui. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir jeté le papier à la poubelle? Comment ça? Ce papier a été retrouvé par terre, sous un banc, à 200 mètres de l'école où est scolarisé votre fils. Et? À vous de m'expliquer. Je suis tout oui. Il n'y a absolument rien à expliquer. Mon fils avait 2 bonbons, il en mange un et j'en mange un aussi. On passe un petit moment tous les deux sur un banc. Il a dû le jeter sans faire attention, ça arrive, voilà. D'ailleurs, je vais le mettre à la poubelle, tiens. Hop, 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 hop. Non, madame. Ceci est une pièce à conviction. Veuillez me rendre ce papier. C'est absolument absurde. Bon, chérie, tu feras attention la prochaine fois car les policiers n'ont que ça à faire. Et donc ils viennent sonner chez toi à 19h pour un papier qui n'a pas été mis à la poubelle. Tout le monde est embarrassé, le policier, nous. Mais non, maman, c'est pas moi.
Bon, ça suffit maintenant. Tu as fait une bêtise, c'est pas grave, ça arrive. Maintenant, on va laisser monsieur le policier rentrer chez lui, car il a sûrement aussi une famille qui l'attend pour manger des crêpes. Non maman, c'est pas moi. Moi mon papier il est dans ma poche. C'est pas moi qui l'ai fait tomber. Oui, c'est peut-être moi, ça arrive. Ah, l'affaire est donc plus grave que ce que je pensais. Donc, madame, vous ne reconnaissez pas les faits. Merde non, je ne reconnais pas les faits. Il est 19h, mon fils attend pour prendre un bain et manger ses putains de crêpes, son repas préféré. Et vous voulez nous faire chier pour un papier qui n'est pas mis à la poubelle? On se faisait une joie de manger nos crêpes tout ensemble pour fêter le nouveau métier de poulet de mon mari. Alors non, je ne reconnais rien du tout, j'ai rien fait de mal. Madame, interdit? Rien n'est interdit pour la... Rien n'est interdit. Il y a des lois pour décider de ce qui est interdit et de ce qui est bien ou mal. Vous allez devenir policier, monsieur? Quoi? Non, non, non. Juste une animation pour un resto. Ah. Donc, ce papier? Mais, monsieur, il semblerait que le papier n'ait pas été jeté. Mais la coupable a été démasquée. On peut s'arrêter là, non? Madame, non seulement vous avez jeté un papier par terre, ce qui est interdit par la loi, mais vous ne reconnaissez pas les faits et accusez votre fils. Malheureusement pour vous, vous avez été filmé. Voici votre convocation pour le tribunal. Mais elle n'a pas jeté le papier. Il est tombé par terre, tout seul. C'est différent. Elle n'a jamais eu l'intention de le jeter. Peu importe l'intention, le fait est que le papier a été retrouvé au sol. Et puis, madame, accusez votre fils. Cela ne vous honore pas. Je vous interdis. Interdit! Rien n'est interdit pour la loi. À bientôt pour votre déposition et au tribunal pour la suite. Maman, pourquoi t'as dit que c'est moi qui ai jeté le papier? C'est ce dont je rêvais depuis des années. Une colonie de rêve. Pas besoin d'armée. Pas besoin de répandre le sang des innocents. Soyons clairs, Majesté. Quand je vous dis que les Noirs n'ont pas d'armes et qu'ils sont nus, cela ne veut pas dire qu'ils nous aiment ou qu'ils nous sauteront au-dessus le premier jour. Ah bon? Oui. Ils ne nous aiment pas. Mais nous, les Belges, nous n'avons jamais rien fait à personne. Les Noirs ont une haine des Blancs que vous ne pouvez imaginer à cause de la traite négrière. Mais vous, comment avez-vous fait pour vous sortir vivant de cette aventure? Eh bien, c'est grâce à Tipotip. Tipotip. Oui, Tipotip. C'est le seul arabe civilisé que j'ai rencontré dans ma vie. Mais qu'est-ce qu'il fait ce typo arabe? Tipotip, c'est un marchand d'esclaves qui travaille pour le sultan d'Oman. Et Tipotip, c'est le surnom que lui ont donné les Noirs à cause du bruit que fait son fusil lorsqu'il leur tire dessus. Tipotip. Mon Dieu! Vous avez baptisé avec un arabe marchand d'esclaves, Stanley? Et je n'avais pas le choix. Sans Tipotip, je me serais fait tailler en pièces. Monsieur Stanley, vous savez bien que la traite des esclaves par les Arabes est un scandale. Eh bien, Majesté, vous oubliez que nous, Européens, nous avons enlevé et vendu des millions de Noirs. Cela n'a rien à voir. Quand nous, les Blancs, nous achetons des esclaves, c'est pour leur faire découvrir le christianisme et la civilisation, malgré tout. Vu comme ça. Mais quand les Arabes achètent des esclaves, c'est pour les plonger dans la barbarie qu'est la leur. C'est-à-dire la barbarie de l'islam. Quelle horreur cette religion. Une véritable pandémie, cet islam. Oui, eh bien, au moins, l'islam oblige les nègres à se couvrir. Je vous avoue que je ne supporte pas de les voir nus. Monsieur Stanley, je pense que nous sommes faits pour nous entendre. J'en suis convaincu. Je vous propose un marché. Je vous écoute. 100 000 $ pour placer le Congo sous mon autorité. Vous voulez faire du Congo une colonie belge, c'est ça? Pas du tout. Je veux faire du Congo ma propriété privée, mon domaine personnel. Et qu'est-ce que vous voulez de moi? Une chose très simple. Vous réquisitionnez un maximum de terres des tribus africaines, vous ramassez tout l'or et l'ivoire du pays, et vous planterez le drapeau de mon futur État partout où vous le pourrez. C'est faisable, c'est jouable.
Je veux d'abord mes 100 000 $, si possible. Pas de problème. Les voici. Je vous paye sur mon argent personnel. Merci, Majesté. Mes parents ont respectivement 31 et 32 ans lorsqu'ils quittent l'Afrique, avec dans leur bagage 4 enfants et déjà plusieurs vies vécues. J'ai 45 ans quand je fais ce voyage de retour en 2011, en compagnie de ma mère et de mon frère, de son épouse et de sa fille, et de notre amie Lina. Chez nous. Nous allons revoir chez nous. Nous allons y passer. Nous allons revoir le collège devenu université et constater que ces 40 années ont aussi fatigué les bâtiments. Nous allons avoir la chance de revoir la maison et de fouler la pelouse du jardin magique de l'enfance. Nous allons revoir l'école. Nous allons aussi découvrir des lieux que ni ma mère, ni mon frère, ni moi n'avions jamais vus. La beauté. La beauté des collines, la beauté de ces paysages dans lesquels les maisons et les chemins se fondent discrètement. La beauté âpre du haut plateau qui s'arrête abruptement au-dessus de l'immense plaine tanzanienne que l'on aperçoit au loin en contrebas. La beauté des enfants qui crient Bazungu, Bazungu, des blancs lorsqu'ils nous voient. La beauté des hommes, des femmes, la beauté des pluies, la beauté de la lumière et la force volcanique de la terre, la puissance de la terre, une énergie, on la sent, tout est fort ici, tout est fort. Au marché central de Bujumbura, nous bifurquons et nous entrons dans le son. Derrière moi, un très jeune boucher, il doit avoir 15 ans, à la voix étonnamment puissante et grave, répète avec insistance. Give me money, Muzungu, give me money. Tandis qu'un autre, juste devant, occupé à dépecer la tête d'une vache, s'arrête tout à coup en nous voyant. Il dépose son couteau et saisit par les cornes la tête de la bête dont la moitié a été dépecée. Il élève au-dessus de sa propre tête et en me regardant, Muzungu, Muzungu. Il prononce en swahili ou en kirundi d'une voix forte une phrase qui provoque l'hilarité générale dans l'assemblée des bouchers. Muzungu, 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 Muzungu. Voulez-vous savoir ma théorie? Ouais. Certains d'entre nous sont la mousse et d'autres des cailloux. Ah ouais. Nous ne sommes pas faits de la même matière. Et nous ne marchons pas du même pas. Bien sûr, nous ne sommes pas un bataillon. Mais nous sommes une équipe. Et on se bat pour la même cause. Devant des cailloux. Des cailloux. Des cailloux. Nous, la conviction. Tellement dur. Et la rage, évidemment. La rage. La rage. L'endurcissement des luttes qu'on a déjà menées. On dit qu'ils ont fait éclater des affaires au grand jour et qu'ils ont été prisonniers. On dit qu'ils sont des terroristes car ils ne laissent jamais la vérité tranquille. Alors, la forêt. Pas le choix. Pas le choix, pas le choix. Et la rage. La rage. La rage. La rage. La rage. La rage. La rage.